Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo estivale un peu rare qui va être consacrée à un autre fameux livre sur la contrée d'Arkham qui était prévu de longue date, hein. C'est un livre qui existait déjà dans une version bien plus ancienne que les gens qui ont connu notamment Descartes en tant qu'éditeur dans les années 90 se souviennent sûrement, qui donc était le guide d'Innsmouth, l'évasion d'Innsmouth, qui était à la fois un guide de la ville et un guide avec un gros scénario qui regroupait à la fois l'évasion d'Innsmouth, donc comme si vous étiez en reprenant la nouvelle pour aller très vite, mais avec derrière le raid d'Innsmouth qui est assez fondateur à pas mal d'égards dans la mythologie plutôt du jeu de rôle que, que des nouvelles, puisque c'est pas quelque chose sur lequel Lovecraft s'est penché. Mais pour le jeu de rôle, c'est assez important pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va effectivement permettre aussi de lancer Delta Green, parce que tout le setting de Delta Green tel qu'il est conçu, donc on rappelle à la base du X-Files années 90, qui n'était pas fait par Chaosium, mais par des gens avec qui ils avaient de très très bonnes relations, qui avaient fait un fanzine qui s'appelait Unspeakable Oath, et après qui ont créé Delta Green, se base sur l'idée que le gouvernement américain va générer le gouvernement américain va générer une espèce de task force qui est composée à la fois des gens de la marine et de l'IRS, donc des impôts, pour peu à peu lancer un assaut sur Innsmouth, découvrir la présence de profondes hybrides, et ce qui va peu à peu mettre en scène une sorte d'équipe spéciale qui est chargée de superviser la neutralisation du surnaturel sur le sol américain. C'est aussi un, un jeu qui a été le scénario lui-même a été assez important il était aussi derrière le, un jeu vidéo qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Dark Corners of the Earth, qui était un jeu vidéo qui, moi, m'a fait très très forte impression quand j'étais lycéen, si je me souviens bien, qui était fait par Head First, donc c'est un studio qui a complètement disparu, britannique, qui était basé sur... C'est un studio qui a été créé par des anciens de chez Horrorsoft. Donc Horrorsoft, c'est des gens qui étaient spécialisés notamment dans des blobbers horrifiques, la série des Elvira, Waxwork aussi, qui était basé sur le film. Des gens qui étaient très très chouettes, enfin, j'avais beaucoup des Britanniques, et ils avaient bûché pendant plusieurs années sur ce jeu qui était donc une adaptation du Red Dead Mouse, mais d'autres éléments. C'est un super jeu qui malheureusement aujourd'hui est complètement disparu. Bethesda l'a sorti un peu en balayant dans sa porte sur la première Xbox, et on a eu pas mal de temps avant qu'il sorte sur PC. Et c'est un jeu qui montrait vraiment qu'on pouvait faire de l'appel de Cthulhu en jeu vidéo en reprenant les nouvelles plutôt que faire des trucs ce à quoi nous avait habitués, notamment Infogrames avec Shadow of the Comet, Prisoner of Ice, qui prenaient beaucoup de... disons, ouais, qui faisaient un peu leur propre popote. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes en 2026, qu'en 2026, il y a une volonté avec, avec la nouvelle édition de Chaosium qui est sortie en 2016, je crois, de refaire, de faire un revamp, donc passer un coup de balai sur les vieux suppléments un peu cultes. Donc on a vu déjà avec des campagnes comme les Maziatotep, où il y a eu un gros travail de fond. Euh, et on a déjà eu Arkham, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que vous avez en français d'ailleurs. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut tabler, à savoir que le scénar dont je vous parle, qui est la clé de voûte vraiment du supplément de Descartes, le vieux Escape from enfin, le vieux supplément sur Innsmouth des années 90, le scénario a disparu. Donc ça, c'est un choix qui est assez... qu'on peut ou pas apprécier. Il me semble que dans les interviews, Mike Mason, donc, qui est l'auteur principal de ce supplément, comme vous voyez, alors désolé, hein, j'ai pas la couverture, je sais pas pourquoi il n'y a pas la couverture sur le PDF, mais bon, passons. Euh, Mike Mason avait dit que le scénario serait présent et il n'est pas vraiment. Donc, mais c'est pas pour ça que le supplément n'est pas bon. Il est beaucoup plus massif. Alors, c'est plus aéré évidemment que la V1 parce qu'il fait 272 pages, ce qui est massif. Alors, mais concrètement, il faut voir ce livre comme le guide d'Innsmouth avant et toute chose. Après, est-ce que ça en fait une chose mauvaise? Je ne peux pas répondre, on en reparlera un petit peu quand on aura tout vu. Mais en tout cas, vous allez voir, on peut comprendre que le prix des jeux de rôle est augmenté, parce que quand vous allez voir tout l'habillage, hein, couleur qui a été fait, le nombre d'illustrations, c'est assez impressionnant. Donc sans plus tarder, on va commencer là-dessus. Je vois que mon truc est pas bon, évidemment. Ce serait pas drôle sinon.
Alors, donc il y a quand même, même si Mike Mason qui a bossé dessus, il y a vraiment aussi tout le travail de fond qui avait été fait par la Société historique de Lovecraft, donc HP Lovecraft Historical Society, dont les créateurs, qui étaient notamment Kevin Ross, qui avait bossé sur la V1, ont toujours un peu le droit de regard sur ce qui a été fait, et c'est eux qui avaient fait un boulot de fou. Donc on rappelle, hein, la HP Lovecraft Historical Society, c'est des mecs qui sont basés à Glendale, en Californie, donc juste au nord de... Enfin, c'est une des villes de Los Angeles, parce que Los Angeles, c'est pas une ville, c'est un ensemble de villes, qui étaient des fans de Lovecraft, qui ont fait beaucoup de jeux de rôle, mais qui ont surtout fait énormément de restitutions, soit de campagnes, soit de nouvelles de Lovecraft, en forme de feuilleton radiophonique ou assimilé. C'est des gens qui sont extrêmement investis dans la cause, disons, Lovecraftienne, et qui existe toujours. Ils ont un magasin à Glendale, donc si vous avez l'occasion d'y aller, ça peut être c'est assez rigolo. Et pour la petite histoire, il y a un type que vous connaissez sûrement, qui est un acteur qui maintenant a quand même pas mal fait de bouteilles. Je me rappelle que la première fois que je l'avais vu, c'était dans Deadwood, où il jouait un mec à moitié débile qui se baladait à poil. Il a beaucoup changé depuis parce qu'il a joué Ron Swanson dans Parks and Recreation. Et avec sa moustache, donc c'est un type qui bouge beaucoup, vous l'avez vu dans Last of Us. Évidemment, j'ai plus son nom, c'est un peu triste. Et maintenant, c'est un habitué de chez A24. Notamment, il jouait dans Civil War, le président, et il jouera dans l'adaptation d'Elden Ring. Et ce type-là, dont j'ai oublié le nom, c'est assez triste, est en fait c'est un fou de Lovecraft. C'est un type qui est menuisier aussi à côté, comme pas mal d'acteurs Hollywood. Il a un peu d'autres, enfin il a d'autres passe-temps, mais c'est un type qui est vraiment fan de Lovecraft. C'est l'un des membres émérites, donc il a rendu son tablier depuis, mais il a pas mal bossé avec les gens de la Lovecraft Historical Society. Il leur a prêté d'ailleurs un de ses locales parce qu'à un moment je crois que ils ont perdu leurs locaux et donc il a permis à toute la Société historique de Lovecraft de stocker leur bazar chez eux, et dans certains des magazines, parce que la HP Lovecraft Historical Society sort des fois des props, donc des accessoires notamment pour les Magiratotep. Comme ça, vous avez vraiment des trucs assez chouettes, et c'est plus que ce que vous proposez. Enfin, c'est pas la petite boîte à allumettes que vous avez dans la version sans détour. C'est vraiment plein de plein de props, quoi, plein d'accessoires que vous pouvez utiliser. Et c'est vraiment cool, quoi, simplement leur boulot. Donc c'est pour vous dire que les gens qui ont créé à la base ce livre sont des tronches de Lovecraft. Et c'est pour ça que ça rend ce livre, si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire l'original, vous allez voir, c'est un peu une claque dans la gueule sur pas mal d'aspects. Donc sans plus tarder, on commence. Alors tout ce que je vous ai dit succinctement est expliqué et explicité dans la page des crédits, où on a quand même une page qui recueille ce qu'a fait chaque personne. Et ensuite on arrive sur un très très beau livre. Ça c'est, j'avoue que moi je connaissais pas parce que j'avais pas lu la version d'Arkham récente. Et il y a la mise en page n'est pas exactement pareille que celle des suppléments Chaosium 2000, enfin de l'appel de Cthulhu de version V7, donc c'est quand même assez chouette. Sur l'intro, on vous explique peu ou prou comment ce que vous avez trouvé là-dedans, dans le guide. Il y a aussi un résumé succinct de Shadow of Innsmouth, donc la nouvelle originelle, qui est, enfin, honnêtement, autant la lire. Je veux dire, ça serait un peu c'est dommage de lire un livre sur Innsmouth sans lire le livre d'Innsmouth. Et ensuite, on va avoir un guide vraiment d'ensemble de vues sur Innsmouth, avec notamment donc l'histoire. Quand je vous dis qu'il y a vraiment du matos, enfin bon déjà c'est assez dense, mais il y a énormément d'illustrations, c'est absolument incroyable. Donc on commence avec les deux éléments qui étaient présents déjà dans la V1, l'histoire officielle d'Innsmouth. Donc concrètement, c'est un bourg de Nouvelle-Angleterre, de la région d'Arkham, du comté de Miskatonic, parce qu'il y a Dunwich, il y a Arkham, et plus les villes qui ont vraiment existé, enfin qui existent vraiment en Nouvelle-Angleterre. Et concrètement, c'est un village de pêcheurs très maussade qui a été porté pendant un moment par les Marches, donc qui avaient lancé une industrie dans la ville, mais la ville n'a fait que disparaître, suite notamment à la guerre civile, et le déclin, et aujourd'hui la ville est quasiment à l'abandon. C'est l'une des nombreuses villes qui n'a pas réussi à prendre le cap de la révolution industrielle et qui commence à pourrir lentement près de l'océan Atlantique, avec quelques petites formations géologiques assez rigolotes, comme le récif du diable, je crois, c'est Devil Reef, donc une espèce de gros caillou un peu au large, juste au large d'Innsmouth.
Mais évidemment, ce qui est plus important, c'est l'histoire secrète, que vous connaissez tous religieusement, j'imagine. Donc Innsmouth était effectivement un bourg qui n'allait pas très bien à la fin de la guerre de 1812. Et il y avait un capitaine qui s'appelle le capitaine Marsh, Obed Marsh, qui faisait beaucoup d'expéditions pour aller récupérer des trésors et du poisson très très loin. Il a fait des grands voyages. Il a été jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Fidji, à Nouméa. Et il est tombé là-bas sur un village de locaux qui venaient, en fait, qui grosso modo avaient été assez riches et avaient fait un pacte avec les profonds. Marsh a vu ça et s'est dit bah tiens, je peux essayer de restituer tout ça. Et peu à peu, donc le chef local lui a appris ces techniques, comment contacter les dieux, en lui expliquant en sous-main qu'il pouvait aussi faire la même chose pour apporter fortune et célébrité à son bourg. Ce qui évidemment, c'est très mal fini pour le local, puisque les autres chefs de clan qui étaient sur les îles d'à côté sont venus et ont fini par tous les massacrer, tels des investigateurs de l'époque autochtones. Donc Marsh n'a pas pu utiliser à nouveau les marchandages qu'il faisait et a décidé vraiment de suivre les instructions du chef local pour lui aussi reproduire chez lui les rituels et les sortilèges qu'il avait vus afin d'assurer la prospérité à la ville. Évidemment, c'était pas très simple, puisque donc il contacte les profonds, mais les profonds, ce qui les intéresse, eux, c'est surtout de pouvoir. Alors c'est là où ça devient un peu le côté dégueulasse. Ce qui intéresse les profonds, c'est de pouvoir se reproduire avec des humains. En effet, les profonds ont un problème génétique qui est qu'ils n'arrivent pas à se reproduire entre eux. Ils sont ils sont de moins en moins fertiles, et donc ils ont besoin, par la magie ou par leur code génétique, ils ont la capacité de se reproduire avec les humains. Donc, on va y revenir aussi sur différentes conditions. Donc Marsh dit, ok, il n'y a pas de souci, vous m'accordez, vous me trouvez des bons endroits de poissons, vous m'apportez énormément d'argent, et d'or surtout, et moi je m'occuperai de vous trouver ce qu'il vous faut. Donc avec un de ses seconds, qui était un ancien prêtre défroqué, il va commencer à mettre en place une sorte d'église, qui est l'ordre ésotérique de Dagon, moitié y croyant et moitié y croyant pas, puisque finalement c'était juste il est quand même fait, Marsh et son second sont quand même vus comme des sortes d'opportunistes assez cyniques et assez monstrueux, mais il n'y a pas forcément l'aspect cultiste, ce qui est assez intéressant en fait quand on replace dans le contexte par rapport à ce qui va arriver. Et il va peu à peu prendre possession de la ville, il va y avoir des bisbilles, notamment à un moment, il va réussir à prendre l'ascendant sur la loge maçonnique, ce qui fait que Marsh va racheter les locaux de la loge maçonnique pour y forger l'ordre ésotérique de Dagon. À un moment, les villageois, les Innsmouthiens qui refusent de suivre la nouvelle religion qui est instaurée pour obtenir plus d'argent et autres, ou qui restent encore très chrétiens, enfin plutôt chrétiens, vont mener une encartade pour capturer Obed Marsh et ses seconds, les mettre en prison, sauf que c'est là où le véritable coup de poker va s'effectuer, puisque les profonds, voyant qu'il y avait plus de sacrifices qui arrivaient, ont décidé de venir sur les terres et de libérer Marsh et ses hommes et de massacrer tous ceux qui s'y opposaient. Ce qui fait que la majorité des gens qui voulaient rester attachés à leur religion ou à leur croyance sont partis, comme vous voyez ici, et les autres ont rejoint le culte un peu par conscience, un peu soit par dépit, soit par le moral brisé ou en étant devenu fou. Et pour protéger son ordre, Obed Marsh va mettre en place trois serments. Le premier, c'est le serment qu'on effectue un à un selon les échelons qu'on a dans l'Église. Le premier, c'est un serment qui est de secrecy, donc c'est de discrétion. C'est-à-dire que normalement, on est tenu au secret par rapport à l'existence des profonds. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des profonds qui existent, mais vous n'avez pas le droit d'en parler, vous n'avez pas le droit de parler des hybrides. Le second rituel, c'est le second serment, c'est le serment qui dit que vous devrez aider l'ordre de toute manière possible et la cause des profonds. Et enfin, le troisième rituel, qui doit être fait sciemment, c'est l'idée de vous reproduire avec des profonds. Et c'est là où il y a, et ça c'est voulu, il y a un changement qui est effectif, je pense, par rapport à ce dont je me souvenais moi des nouvelles, et je peux me tromper du vieil appel de Toulouse de Delta Green, c'est qu'il me semble que la reproduction avec les profonds était pas forcément toujours consentie, et il y avait quand même un gros sous-ensemble sur les agressions sexuelles, voire le viol, ce qui
à mon avis, a été changé pour pas mal de raisons. On va en reparler un peu plus tard, mais il y a vraiment, pour faire jouer en 2026, et c'est toujours un peu c'est toujours un peu le paradoxe en fait de Lovecraft. On va en reparler parce que Mike Mason a fait des longs paragraphes là-dessus sur comment est-ce que je fais pour jouer Lovecraft en 2026 tout en permettant à des gens qui se sentiraient mal à l'aise par rapport à certains thèmes de continuer à jouer l'appel de Cthulhu, tout en dénaturant pas l'appel de Cthulhu. Et c'est un numéro de grand écart dont personnellement je n'ai pas la solution. Qui implique à la fois une connaissance, et qui surtout quand vous écrivez un bouquin, je pense que c'est beaucoup plus dur, parce que autant quand vous êtes avec vos joueurs, enfin vous êtes maître du jeu, le maître du jeu peut très bien dire bah, voilà ce que je pense, voilà comment ça va se passer, si ça vous choque, on arrête, vous me dites si ça se passe mal, mais concrètement on peut très bien dire on est entre adultes consentants, et c'est sûr que si par exemple, je fais n'importe quoi, je fais jouer à Culte, je dis bon bah ça s'appelle Culte, c'est dégueulasse, vous regardez Clive Barker et tout ça, si c'est pas ce que voulez pas y jouer, bah vous y jouez pas, mais je peux pas, c'est trop compliqué de rendre Culte soft. Ou par exemple, j'en sais rien, moi j'ai maîtrisé Ghost Thief, il faut que je fasse d'ailleurs une conclusion par rapport à ça, qui est une campagne pour Delta Green, qui implique quand même très certainement de la violence faite aux enfants. Et j'ai été très très clair au début en disant je peux pas changer ça, c'est pas possible. J'irai pas sur les détails, c'est pas mon délire, mais je ne peux pas changer ça parce que c'est au cœur de la campagne. Donc si je le retire, il n'y a plus de campagne. Donc voilà, c'est la difficulté qu'a eu Mike Mason par rapport au troisième rituel et la reproduction entre les profonds et les humains, puisque l'idée aussi c'est qu'effectivement donc, vous devenez riche, mais les enfants que vous aurez sont amenés à devenir des hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs caractéristiques physiques, notamment le masque, c'est-à-dire qu'ils ont génétiquement, leur code génétique au début ils ont l'air humains et peu à peu ils changent, ce qui fait qu'ils ont des yeux un peu prohibérants, vous le verrez, il y a plein d'illustrations dans ce style-là qui permettent d'admirer le différent caractère des profonds. Et au bout d'un moment, génétiquement, ils sont amenés à vivre très 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 longtemps et ils se transforment normalement complètement en profond et ils rejoignent l'océan. C'est d'ailleurs le propos de la nouvelle, hein, qui est vraiment très très bien. Hein. Je préfère dire, je sais que c'est peut-être un peu tabou, surtout quand on fait une vidéo sur l'appel de Cthulhu, je suis pas un très très grand fan de Lovecraft. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec le principe des dieux, de remettre au milieu de l'église, enfin remettre au milieu du village l'idée de dieux qui sont inconcevables, incompréhensibles, un peu comme des dieux chtoniens, les dieux qu'on avait avant les dieux, disons, au rapport esthétique classique de l'Antiquité. Mais par exemple, son écriture, je la trouve pas fabuleuse. C'est quand même un mec qui essaye de faire du Alan Garpo en 1920. On a déjà Faulkner, Hemingway qui sont passés. C'est un peu. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper. Et puis le grand classique, c'est la dernière page du livre de base, où vous avez tous les adjectifs qui sont utilisés, et des fois, c'est un peu too much. Après, je note quand même qu'il y a aussi un effort de fait, d'utilisation notamment des dernières avancées scientifiques, ce qui fait qu'il a fait énormément de recherches. Je pense à La Maison de la Sorcière, par exemple, où le protagoniste va essayer d'avoir trouvé une relation, enfin une explication dans des faits surnaturels par rapport aux dernières avancées de la science. Donc voilà, il y a quand même, je note, enfin, le cœur des histoires m'intéresse, j'aime beaucoup, je trouve que l'évasion d'Ispan c'est très très bien. Ma préférée, c'est l'affaire Charles Dexter Ward, parce que je trouve que le principe de on revient dans les racines, et c'est toujours pareil hein, chez Lovecraft, quand vous commencez à fouiller dans les racines, dans le passé, vous trouvez quelque chose de barbare et de monstrueux qui vous ramène vous-même à une propre dégénérescence, comme on le voit dans Innsmouth, comme on peut le voir aussi avec, je sais plus, la nouvelle des cannibales qui vivent sous terre, l'affaire Charles Dexter Ward évidemment, et j'en passe et des meilleurs. Bref, tout ça pour revenir à notre histoire d'ordre ésotérique de Dagon. Donc on vous donne aussi la définition on vous parle des hybrides, on vous dit le sort de Obed Marsh qui meurt tranquillement dans son lit, et la situation actuelle. Alors qui c'est qui dirige la ville? En gros, c'est ses petits-enfants, qui eux aussi sont des hybrides, donc il y en a certains, son petit-fils direct, qui peut même plus sortir parce que il est homme poisson, mais il n'est pas vraiment rappelé à la mer. Il y a aussi ce truc assez rigolo qu'on va voir, c'est qu'il y a pas mal de profils de PNJ qui sont des hybrides, qui sont devenus des profonds, mais qui sont encore attachés à leur famille humaine, où il y en a même qui n'arrivent pas à aller dans l'eau. En fait, ils sont un peu tordus, et donc ils sont coincés. Et il y en a un d'ailleurs qui rôde aux alentours d'Innsmouth, et tout le monde croit que c'est une sorte de créature surnaturelle fantastique, comme le Dahu, parce que il est extrêmement frustré et très très en colère. C'est un homme poisson qui ne peut pas vivre dans l'eau. On vous donne les différentes factions qui existaient, donc comme je disais, c'est-à-dire que beaucoup de gens adoptent font partie de l'ordre ésotérique de Dagon sur la base
d'être simplement pas parce que c'est la tradition, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont dépités. Mais il y a d'autres personnes. Il y a les fondamentalistes qui partent du principe que justement, c'est un ordre minoritaire qui disent que la gestion de l'ordre est mauvaise et qu'elle devrait être renforcée, que c'est vraiment des fanatiques. D'un autre côté, ceux qui sont mécontents, qui ont l'impression, et c'est vrai aussi, ça c'est un aspect qui est très important, c'est que bah, finalement, les promesses qui ont été faites par les profonds, qui ont été acceptées et qui ont eu des résultats au début, commencent peu à peu à disparaître. C'est-à-dire que bah, maintenant, l'or s'est tari, le poisson s'est tari, et donc ils se disent que finalement, bah, peut-être que le deal devrait être revu. Et enfin, les innocents, qui sont bah, des gens qui n'ont aucune connexion avec, qui se sont retrouvés plus ou moins en périphérie de l'ordre, mais qui ne connaissent pas sa vraie nature. Donc souvent, en gros, les fondamentalistes, ils ont fait les trois serments. Les malcontents, ils en ont fait deux, et les innocents, ils en ont peut-être fait un, mais même pas. On a une chronologie qui vous est donnée, donc ça c'est vraiment les informations un peu bateau, comment s'y rendre, avec la météo si besoin, comment est assurée la police de la ville, et les distances avec les différents bourgs. Sachant qu'on vous dit, bon, il y a la prohibition, mais finalement personne ne la respecte, ce que vous allez avoir en arme à feu. Toute une petite vue sympathique bah, des différentes villes existantes ou non de la vallée du Miskatonic. Et enfin, donc, Shadow over Innsmouth, qui était le nom de la nouvelle, est vraiment un immense guide, c'est un très très gros guide sur la ville, avec donc la description de l'ordre ésotérique de Dagon, qu'on a déjà un petit peu vu, son découpage. Quand je vous dis qu'il y a plein d'illustrations, c'est absolument génial, enfin, on a des pleines pages tout le temps, des demi-pages, on aura plein de portraits. Et je trouve que c'est sympa parce que pour une fois, ils n'ont pas été chercher l'illustrateur moyen pas top, parce que je vais pas mentir, il y en a quand même qui étaient pas ouf, et là c'est vraiment du très très bon boulot, avec les prêtres, les hauts prêtres, disons les gardiens, entre parenthèses, les elders, donc les anciens de la ville, qui bossent pour le haut prêtre de l'ordre de Dagon, les différentes cérémonies qu'ils peuvent avoir, avec les différents serments, et oui, donc ça c'est un truc qui est assez important, donc l'idée c'est que la reproduction entre les profonds et les hybrides doit être voulue. Ça fait évidemment partie de l'envie de Mike Mason de lisser un petit peu le côté agression sexuelle. J'ai souvenir quand même d'avoir lu les BD d'Alan Moore sur Providence, et je sais plus c'est Providence et l'autre je sais plus comment elle s'appelle, mais où c'est vénère, hein. C'est quand même, on a le droit du boucaquet d'homme-poisson en pleine page, t'es là, tu fais ouais. Bref, tout ça pour dire que là c'est différent. En fait, l'idée est pas si bête en fait, c'est de dire que bah effectivement, les hommes-poissons pourraient agresser sexuellement des humains, mais quel est l'intérêt de faire ça? Puisque finalement, si un autre n'accepte pas d'avoir un enfant humain, bah, il le tuera. Et c'est pas bête en fait, comme, quand on y pense. En fait, il vaut mieux avoir le consentement. Et l'autre idée, c'est donc il y a toute une petite notus sur pourquoi est-ce que quelqu'un accepterait d'avoir un enfant, d'avoir un hybride. Bah, finalement, bon, il y a la puissance, il y a l'argent, éventuellement la magie, mais aussi l'idée que cet enfant vivra pour toujours, sera éternel, sera toujours protégé par des forces surnaturelles. Ce qui n'est pas bête, en fait, j'avais pas réfléchi spécialement, mais ça permet un peu de rationaliser, disons, le choix qui peuvent être faits par certains membres de l'ordre de Dagon, et expliquer que bah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hybrides. On vous explique aussi fortement que les Deep Ones, donc les profonds, n'en ont rien à faire concrètement de Innsmouth. L'idée, c'est qu'ils laissent dépérir la ville, parce que maintenant, bah, il y a plus d'hybrides que d'humains au sein de la ville, donc bah, pour eux, en fait, quelque part, ils ont gagné. Certes, ils peuvent avoir, on va le voir tout de suite, dans leur description, des objectifs différents, mais c'est un peu en sous-couche. Très belle illustration, j'ai l'impression que c'est Vincent Dutray, mais je suis pas sûr, qui vous réexplique l'histoire des profonds, donc les profonds pour très rapidement dans la grande dans la grande histoire de l'appel de Cthulhu. Il y a très très longtemps, il y a deux créatures qui se sont battues pour le contrôle de la planète Terre. Les premiers, c'était les choses très anciennes, donc les Elder Ones, qui étaient espèce de les mecs coniques, qui étaient très intelligents, donc c'est eux qui avaient une grande technologie. Et un jour, Cthulhu, avec ses larves stellaires, tombe du ciel et arrive sur la Terre. Les anciens, c'est sous-entendu que c'est les anciens qui avaient fait des bidouilles, les choses très anciennes, qui ont créé l'humanité, et potentiellement, dans l'eau, ils ont créé les profonds sans faire exprès. Les profonds ont tout de suite rejoint la cause de Cthulhu, et donc il y a une grande bataille qui s'est livrée entre, d'un côté, les choses très anciennes et Cthulhu.
Cthulhu a réussi à dégommer, pour aller vite, a réussi avec ses larves stellaires à dégommer les choses très anciennes. Les choses très anciennes se sont fait dégommer par leurs propres esclaves qui étaient les Shoggoths, ne laissant que quelques colonies derrière. Et le seul moyen en fait, qu'ils ont trouvé pour subvenir, c'est par le voyage dans le temps, ce qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Et ils ont assumé une autre forme qui était celle de cafard, une sorte de cafard pour survivre en fait, dans le futur quand les grands anciens seraient réveillés et seraient sûrement partis de la Terre. Donc tout ça pour dire que les profonds existent depuis très très longtemps. Ils ont mené une expérimentation, et la raison pour laquelle ils sont aussi secrets, c'est parce que durant l'âge hyperboréen, donc à la fin avec Atlantis, non attends, Atlantis c'est avant l'hyperborée, j'ai plus mon truc en tête, mais en gros l'idée c'est que Lovecraft a fusionné plus ou moins son histoire, sa mythologie avec celle de Howard, donc rappelez-vous Conan, et que finalement l'âge hyperboréen de Conan serait qu'une partie, une parcelle infime de la grande trame cosmique de Lovecraft. Et à un moment, il y a une cité qui s'appelle Atlantis, qui est semblable un petit peu par certains aspects à l'Atlantis de légende qu'on connaît. Et c'est le moment où les profonds ont dit, bon bah, on va être potes avec les humains, on va faire des échanges, ils vont nous faire des hybrides, tout va bien se passer. Et ça s'est très très mal fini, et à la fin, les profonds ont coulé la ville, mais ça a provoqué la destruction d'une colonie qui était sous Atlantis, donc ils ont dit, bon bah ça suffit, plus jamais, on arrête de faire ça. Et c'est pour ça qu'ils se cachent un petit peu, et qu'ils ne prennent contact qu'avec certains petites tribus éparses, donc notamment ceux qu'ont rencontré le capitaine Obed en Papouasie, et avec Innsmouth quand ils ont été appelés par le capitaine un peu plus tard. On vous donne aussi un aperçu, donc, hormis de leur histoire, de leur biologie, à quoi ils ressemblent, les fameux hybrides, avec une très très belle illustration qui vous montre tous les... Quand je vous dis que c'est vraiment un super beau bouquin, toutes les illustrations des différentes apparences possibles du fameux Innsmouth look, donc le visage d'Innsmouth, hein, donc c'est les hybrides, à quoi ils peuvent ressembler, et le fait qu'il y a des profonds qui peuvent sortir d'Innsmouth, et comment est-ce que des fois ça peut se déclarer. Des fois, il y a très très peu, il y a environ 10% des hybrides qui ne manifestent jamais leur héritage, et qu'en fait, ils ont le gène, mais ils ne deviennent jamais vraiment des profonds. Plein de choses, il y a plein d'illustrations pour vous montrer les prêtres profonds, comment marche leur structure dans la société. Les sociétés sont un peu différentes aussi selon les endroits, parce que certains sont des descendants d'Atlantis, d'autres viennent d'autres régions et sont un peu mêlés aussi avec les religions des locaux. Il y a plein de différents... Et il y a aussi, selon la profondeur des colonies profondes, vous avez carrément des profonds hyperboréens ou qui sont au fin fond des abysses qui n'ont pas l'air, ont plus grand chose à voir avec, qui ressemblent plus à des murènes ou à des créatures de l'abysse que vraiment des hommes poissons un peu à la classique. Ensuite, on a l'objectif des profonds. C'est là où Mike Mason sort un peu de son chapeau en vous disant c'est votre jeu, mais nous on vous propose plusieurs choses. Et c'est là où ça peut commencer à faire gueuler. Après, on vous dit, c'est des possibilités, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, et soyons honnêtes, je ne suis pas sûr que l'objectif global des profonds intervienne dans votre campagne dédiée à la ville d'Innsmouth. Parce que là, on parle vraiment de tous les profonds en général. Donc le premier, c'est le plus classique, c'est ils veulent contrôler le monde. Donc peu à peu, ils prennent des hybrides, ils contrôlent, ils attendent que Toulouse se réveille pour gagner. Votre ennemi, mon ami, c'est que finalement les profonds sont peut-être pas si méchants que ça et qu'ils ont aussi d'autres adversaires, des sorciers ou d'autres divinités du culte, et c'est de l'appel de Cthulhu. Et d'ailleurs, c'était l'un des points si je ne dis pas de bêtises, dans le scénario de l'évasion d'Innsmouth, vous aviez un avatar Nyarlathotep qui était appelé et qui aidait les humains à détruire l'ordre ésotérique de Dagon pour prendre sa revanche sur l'une des marches, si je ne dis pas de bêtises. Après, quand on me disait, ouais, c'est pas Pulp, l'appel de Cthulhu, je fais OK. Et donc, vous pouvez l'utiliser comme allié, en fait, puisque l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et le dernier, c'est juste, on veut laisser nous tranquilles, donc ils veulent avoir rien à faire avec l'humanité, ils veulent se planquer. Sinon, on n'est pas compris, en fait, on n'est pas méchant, on souffre de la xénophobie humaine et de toutes sortes de stéréotypes. Et finalement, les hommes profonds sont plutôt sympas. Et que peut-être que Cthulhu n'est pas méchant. Alors évidemment, je vous entends hurler derrière votre écran, et encore une fois, le dernier objectif qu'on vous propose, c'est vous faites ce que vous voulez, vous les mélangez, donc voilà, chacun à sa guise. Ensuite, c'est la seule notion du scénario, le raid et le futur. Plutôt le choix a été fait, plutôt que de mettre le scénario dans un livre qui était assez comasse, c'est de vous mettre plusieurs pages sur ce qui va se passer. En effet,
Robert Olmsted, le héros de la nouvelle de Shadow over Innsmouth, donc la nouvelle originale, va réussir pendant un temps à survivre, et dans cette timeline-là, il va aller trouver et discuter avec des membres du gouvernement. Ce qui va faire tiquer notamment la marine, parce qu'ils se disent qu'il y a potentiellement des créatures néfastes qui vivent dans l'eau, et qui va faire tiquer les impôts, parce qu'ils disent non, c'est bizarre, les gars, ils ont plein d'or et ils n'en parlent pas. Donc ça va être envoyé, ça va lancer une sorte de grande troupe qui va attaquer Innsmouth. On vous propose potentiellement de dire que Olmsted s'est planté, et qu'il a dit des bêtises, et que donc ce que vous avez lu comme nouvelle, vous ne pouvez pas lui faire confiance, ce qui vous permet, vous, d'épicer, de changer un peu tout ça, et ce qui va aussi modifier potentiellement le déroulé du raid, si vous voulez faire jouer. Et on vous explique concrètement tout. Il y a une liste de faits du raid. Donc, qui l'organise, donc le trésor américain, combien de personnes vont être arrêtées, qu'est-ce qui va se passer, donc la destruction de la colonie sous le rocher du diable, le fait que les hommes profonds vont se retirer d'Innsmouth, et éventuellement, et surtout le parquage de tous les profonds. C'est là où on voit donc très très bel hommage, ça c'est une reprise en fait de la couverture originale du supplément. Et ensuite on vous dit qu'est-ce qui peut se passer si vous voulez faire jouer ou revenir à Innsmouth dans les années 30. Donc, sachant que la ville est quasiment complètement oubliée, la majorité des bâtiments ont été détruits, le parquage des survivants, des profonds, des hybrides d'Innsmouth, qui est au cœur, donc encore une fois, un Delta Green, c'est pas Chaosium, hein, mais si vous jouez Delta Green, c'est vraiment l'acte fondateur de la naissance de cette organisation. Et les profonds qui ont été kidnappés sont aussi au cœur de l'histoire. Il y a notamment quelques scénars. Il y a un scénar qui est très très bien qui s'appelle De Profundis, je crois, ou Ex Profundis, qui est très très bien à ce sujet-là et qui vous explique en fait ce qui se passe quand on met des profonds au fin fond du désert pour éviter qu'ils s'échappent. C'est assez terrible. Donc des petites choses un petit peu sympas comme ça. Troisième chapitre qui est plutôt des conseils au MJ sur comment amener vos joueurs à jouer à Innsmouth. Donc la première solution, c'est que vos joueurs, super illustration, encore une fois, vous ne la voyez pas, mais en fait c'est une jeune femme c'est une dilettante qui regarde son propre reflet, qui est en homme profond. Donc soit vous jouez quelqu'un qui vient d'Innsmouth et qui potentiellement est un hybride, et donc est appelé comme le protagoniste de la nouvelle à Innsmouth. Donc, qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez est-ce que vous savez ce qu'est un hybride? Est-ce que vous connaissez vraiment l'ordre de Dagon? Ensuite, bon, ça c'est pas ouf, on vous donne des pistes supplémentaires pour créer des investigateurs avec des compétences un peu alternées qui étaient déjà dans Arkham, je crois. Donc, notamment la navigation orientation dans Innsmouth, les connaissances par rapport à la ville, et ce que ça vous donne comme connaissance quand vous commencez l'histoire. Rassurer, donc c'est pour regagner la santé mentale, c'est pour essayer de rationaliser des événements et éviter des pertes de santé mentale. La religion, c'est par rapport à l'ordre historique de Dagon. Et après, ça c'était présent dans la vieille édition, c'est où est-ce que vous pouvez trouver des informations sur Innsmouth, mais hors d'Innsmouth. Donc l'idée, c'est que vous commencez par fouiller et chercher des informations qui vous mèneront plus tard à aller enquêter à Innsmouth même. Donc à Arkham, dans les maisons historiques, ce qui est possédé par différentes personnes. Super illustration, donc le fameux arrêt de bus qui vous amène à Innsmouth. Pas mal de petites choses, les loges maçonniques, Newsbury, je sais pas s'il y a Dunwich, mais vous pouvez même aller voir des gens qui sont à l'asile. Donc il y a pas mal de gens qui peuvent vous donner des pistes sur ça, et c'est vraiment très très bien foutu, extrêmement dense. Alors, vous m'excuserez, il y a un peu de bruit parce que en fait il y a de l'orage, et il a fait tellement chaud ces derniers jours que je suis obligé d'aérer, sinon je vais me liquéfier sur place. Le 14 juillet a déjà été assez fatigant. Donc après, c'est du classique, c'est comment se rendre à Innsmouth, ça c'était pas extrêmement important. Les rumeurs, avec pas mal de tables sur ce que vous pouvez trouver. Et ensuite le guide, qui est la grosse partie du supplément, que je vais pas faire en détail, parce que, si je le faisais, ça n'aurait aucun sens, vous n'achèteriez pas le bouquin. Et puis c'est trop dense, quoi, il y a trop de choses. Donc c'est un guide, quartier par quartier, rue par rue, d'Innsmouth. Évidemment, c'était le principal intérêt pour tous les fans de jeux de rôle, mais surtout, en fait, concrètement pour les fans de Lovecraft, c'est une mine d'or qui vous donnait toutes les informations sur un lieu que vous connaissez par les histoires, mais qui était complètement autopsié
étudié et qui rend ce bouquin absolument génial. Et en plus, la grande force, c'est que c'est magnifique, quoi. La mise en page, parce que j'étais ressortir le PDF original, et le PDF original, c'est pas ouf, hein. Enfin, rappelez-vous, c'est quand même, c'est du noir et blanc, c'est l'édition des cartes, c'est hyper dense. Et là, c'est beaucoup plus étendu. Avec donc les tables, où est-ce que vous pouvez trouver les différents endroits, comme un vrai guide, comme les pages jaunes de l'époque, d'une époque avant Internet. Ils ont même remis il y a des petits trucs pervers parce qu'il y a pas mal de références à l'original, notamment sur les cartes. Le nord est indiqué avec une tête de poisson pourri. Ça, c'était déjà le cas. Donc on a différents quartiers, les quartiers pauvres, les quartiers riches. À chaque fois, vous avez les descriptions avec des petites notules, les portraits, comme dans l'original, de tout ce qui peut rôder. Donc par exemple, là, on est une maison où il y a un profond, il y a un hybride qui a très très mal tourné et qui est devenu un profond, mais pas complètement. Donc c'est une espèce de créature monstrueuse que les autres hybrides ont décidé de cacher quelque part. L'une des familles, enfin, vous avez pas mal de familles qui sont décrites avec leurs occupations, leurs traits à chaque fois, qui ils sont. Le, Ça, les scrimshaws, donc les os, c'est des espèces de petits, c'est des os de baleine qui sont des reliques utilisées qui peuvent donner des petits pouvoirs si vous souhaitez vos personnages. Il y a des notules comme ça explicatives sur certains points de la ville ou autour de la ville, autour du bouquin, enfin tout autour du guide. Les profils sont présents, la majorité des personnages. À chaque fois, vous savez si, enfin, visuellement, vous le savez de toute façon, si c'est des hybrides ou pas. On vous donne leurs secrets, à quoi ils ressemblent et leurs occupations. Donc, par exemple, la distillerie, avec les différents opérateurs, la maison la capitainerie, où il y a des marins il y a des marins qui chantent. Pas mal, il y a énormément de profils, c'est assez dingue. La maison de passe présente. Il y a notamment donc, une chanson qui est reprise, donc le Drunken Sailor, c'est It's Smooth Sailor. Si vous aimez, si vous voulez faire jouer, à mon avis, le meilleur moyen, c'est de mettre à fond la musique de Dishonored, parce que s'il y a bien un jeu qui est en lien avec ça, c'est bien Dishonored. Ça, c'était aussi présent, donc c'est la statue la statue en hommage à la guerre civile qui a perdu sa tête. C'était une illustration qui est déjà présente dans l'original. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc potentiellement dans la maison historique pour trouver des armes, des mousquets et des armes de la période révolutionnaire. Donc c'est pas la guerre civile, si c'est la Révolution américaine. La poissonnerie. À chaque fois, on a des grandes illustrations. Alors je sais pas exactement si c'est de la photo retouchée, mais c'est quand même assez très inspirant, je trouve. Le bus, donc, qui peut vous amener à droite à gauche dans la ville. Le vieux square est près de l'église avec les marches. Donc les marches très importantes, comme je disais, hein, c'est les descendants directs du capitaine Obed Marsh qui a lancé le contact avec les profonds. Donc ils sont très importants et ils sont là pour chapeauter la ville, pour aller vite. Vous remarquerez évidemment qu'il y a beaucoup de minorités ethniques qui sont présents. C'est un choix voulu et assumé de Chaosium qu'on peut accepter ou pas. Euh, je me suis déjà assez tendu là-dessus, ça sert à rien d'en parler plus. Euh, beaucoup de plans, des plans qui sont assez propres pour vous montrer comment est fait la prison, comment est fait la poissonnerie, comment est fait l'ordre historique de Dagon, évidemment le plus important. Il y a plein d'idées de scénarios, le chef de la police, l'adjoint de la police et le flic. Avec des têtes comme ça, c'est sûr qu'ils ne risquent pas de sortir d'Innsmouth. Et ce qui est bien, c'est que chacun des personnages, souvent, quand ils travaillent au même endroit, ou vivent au même endroit, ont des relations entre eux. Il y a ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment pas. Donc là, Nathan Burch, qui est le second, veut prendre la place du chef. Pas mal de petites choses, malgré le fait qu'ils sont tous un peu cultistes. On a un fantôme, si jamais vous voulez, qui s'est fait assassiner, qui a juré vengeance. Le cimetière que vous pouvez fouiller, vous pouvez même payer les gens qui bossent au cimetière pour excaver certains des caveaux. Et évidemment, qui dit cimetière dit fantôme, et l'un des fantômes, c'est un grand clin d'œil à une autre qui était le rôdeur devant le seuil. Il y a le corps possédé de Ephraim Waite, qui est possédé par l'esprit de sa fille Asenath Waite. Donc rappelez-vous, c'est un sorcier qui prend possession du corps de sa fille et qui laisse sa fille dans l'esprit de son cadavre. Et potentiellement, vous avez un mort-vivant complètement fou qui agresse tout ce qu'il voit. L'ordre des autorités de Dagon, qui est un très très gros morceau, avec évidemment toutes des caves et des grottes qui vous mènent directement à des contacts avec la colonie. Des profils typiques de grands prêtres, les idoles, une description pièce par pièce de ce que vous pouvez y trouver.
À côté, donc l'église, qui finalement est gardée avec la loge maçonnique, mais qui a perdu depuis longtemps les prêtres qui y officiaient. Vous avez vraiment, comme je dis, il y a tout ce qu'il faut. Non seulement il y a des quartiers résidentiels, mais il y a tous les services de la ville. Euh, Beaucoup de choses présentes. Il y a aussi des gens qui sont. C'est aussi le truc, hein, c'est que c'est pas dans la famille March, il ne va pas supporter tous. Donc il y en a, par exemple, là vous avez une artiste qui a décidé un peu de se cloisonner parce que bah, les artistes n'est pas du tout liés, enfin pas très intéressés, disons, par l'héritage commun, même si c'est une hybride. Il y a beaucoup de choses. Alors donc la maison des Waves du sorcier est gardée par un type mort-vivant, une sorte de gardien de la ville qui peut vous poser des problèmes. Ça j'aime beaucoup. Il y a beaucoup ça souvent. Il y a des gens qui deviennent hybrides, qui redeviennent profonds, sauf qu'ils sont toujours amoureux de leurs femmes ou de leurs enfants. Enfin, ils ont toujours envie de protéger ceux qui leur ont cher. Donc en fait, ils protègent la ville et si vous approchez trop, bah, hop là, dès qu'il peut, il part de la colonie profond et puis il revient voir sa femme. Donc Georges le Profond, tranquillement, vient voir sa femme de temps en temps quand il peut. On a des rituels aussi, et le fameux manoir marche, qui est immense, avec très utile quand même, l'arbre généalogique de la famille, parce que Dieu sait qu'il est dense. Les objets que vous pouvez trouver à chaque fois, donc c'est du classique Toulouse, hein. Donc on a à la fois des profils, des sortilèges, des artefacts, des vieilles maisons craquantes, il y a beaucoup de choses, et bon, la tronche de tous les marches, la majorité ne peuvent même plus sortir de leur manoir, parce que disons qu'avec ils n'ont pas des têtes de porte-bonheur. Beaucoup de choses, hein. Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a une description quartier par quartier qui vous permet, avec une description d'ensemble, pas juste les maisons que vous pouvez y trouver, mais à quoi ça ressemble, le style architectural, hein, parce que elles n'ont pas toutes le même âge. C'est évidemment des choses qui étaient présentes dans l'original, mais ça fait quand même assez plaisir de les retrouver un peu plus tard. Zadok Allen notamment, c'est celui de la nouvelle, c'est le vieux monsieur qui va disparaître, qui se rappelle en fait de ce qui s'est passé parce qu'il était enfant. Non, il n'était pas enfant d'ailleurs. Il était déjà vivant quand Obed March a pris le contrôle de la ville. Je vous réfère à, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas le meilleur film du monde, mais si je dis pas de bêtises, Gordon Stewart a fait Dagon, qui transpose l'histoire de Innsmouth, mais en Espagne, qui respecte quand même pas mal tout ça, et c'est un très grand acteur qui joue l'équivalent du vieillard, hein. C'est un acteur espagnol qui jouait chez Buñuel, notamment. Donc voilà, vous avez les services comptables, il y a tout ce qu'il faut dans la ville. Il y a évidemment plein de pièges un peu débiles aussi présents qui sont un héritage assumé de la vieille version, avec notamment, donc, il y a un herboriste qui fait pousser des plantes carnivores monstrueuses. Il y a la fameuse boîte qui permet de cacher, qui était la fameuse boîte qui est un portail qui permet de se téléporter, qui appartenait à Karl Stanford, donc un grand sorcier très très méchant des ombres de Yog-Sothoth. Et enfin, donc la compagnie de traitement de refining pour transformer l'or impur en or qui appartient aux marches, tous les endroits un petit peu abandonnés, avec ses gardiens, les gens qui y travaillent, les patrouilleurs de nuit, et j'en passe des meilleurs. Comme vous voyez, c'est très très dense, hein. On est déjà sur plus de 100 pages sur le guide. C'est vraiment un très très gros morceau. Les lieux de boisson, des choses assez glauquissimes, pas forcément en lien avec la ville, mais là par exemple on a des enfants parfaitement humains dont les parents sont complètement paranoïaques, qui les ont enfermés dans leur maison parce qu'ils ont peur qu'ils chopent la maladie d'Innsmouth, alors que c'est pas des hybrides donc ça risque pas. Donc vous avez 3 enfants hyper creepy qui sont enfermés dans une maison par 2 parents complètement paranoïaques. Il y a pas mal de... Tous les profils sont présents dans la ville. Les pauvres, les riches, les médecins, il y a tout ce qu'il faut. La Gilman House, donc, est la seule maison hôtel, entre parenthèses, qui existe, avec les gens qui s'en occupent, plus ou moins humains, voire monstrueux, et de l'autre côté, les gens qui y logent, qui eux sont tous des inconnus avec des mystères, où par exemple on a une écrivaine qui est en fait une voleuse, hein, qui a fui la ville. Il y a un type des impôts qui est présent pour comprendre ce qui se passe exactement, c'est un agent du trésor. Et à côté, vous avez un vendeur, un camelot qui finalement n'a aucun secret, c'est juste un vendeur itinérant. Le magasin, la gestion électrique, enfin la grille électrique, pardon, le bâtiment qui est en charge de l'électricité de la ville, sachant que vous pouvez aussi couper l'électricité dans certaines parties de la ville si vous souhaitez. La raffinerie, le poisson.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très dur, comme je vous dis, de passer trop de temps sur chaque chapitre parce qu'on pourrait y passer des heures. Et vraiment, c'est un livre, vous aurez beaucoup plus de plaisir à le lire que de regarder cette vidéo. C'est évident. En tout cas, il faut, bon, si vous aimez Lovecraft, mais je pense que si vous regardez cette vidéo-là, c'est parce que vous aimez l'appel de Cthulhu. Euh, et enfin, donc on sort vraiment de la ville pour arriver sur tout ce qu'il y a autour, avec notamment donc, le port de pêche qui est complètement désœuvré parce qu'il n'y a plus de pêche. Et c'est uniquement les parvenus qui vivent là, ou des profonds qui sont tranquillous, qui se baladent. Donc notamment on a Barlow qui est un profond mais qui est à moitié... Enfin, qui n'arrive pas à s'intégrer parmi les autres profonds, donc qui revient sans cesse voir ses enfants, mais c'est une sorte de mémoire inconsciente, enfin, une mémoire subconsciente qu'il a dans sa tête. Alors les bénis de Toulouse, c'est particulier, c'est des profonds qui sont bénis, donc ils sont beaucoup plus costauds et bien plus monstrueux. De souvenirs, c'était plutôt utilisé dans le scénario, à la fin, durant le raid. Il y a le Shogot aussi, donc il y a un méga Shogot qui se planque dans le coin. Oui, je cherchais pas, hein, et lui il était extrêmement dangereux, ça reste un Shogot, donc ne vous y frottez pas, ce n'est pas une bonne idée. Et on a tous les gens qui traînent un peu aux alentours, qui sont des vieux pêcheurs, hybrides ou non. Et d'ailleurs, il y a un vieux pêcheur qui est présent, qui est complètement humain, et finalement les profonds le laissent parce qu'il est sympa, c'est plutôt cool. Le vieux phare qui est abandonné, et tous les gens qui peuvent rôder aux alentours, les pêcheurs les pêcheurs de palourdes, je crois, clam, ouais, ça doit être ça. Et aux alentours, donc vraiment quand on sort d'Innsmouth, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc il y a des espèces de marais salants, il y a des fermes abandonnées, quelques familles qui s'y risquent à vivre. Donc vous avez encore une fois une grande carte qui vous résume tout ça. Les gens qui sont un peu moins infectés, qui rôdent, qui ont entendu avec le fameux l'homme chouette, donc le profond qui a raté sa transformation et qui est très très vénère et qui passe son temps à attaquer le bétail ou les gens. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors ensuite on vous montre ce qu'il y a en dessous, donc les fameux tunnels. Les tunnels ont un rôle extrêmement important dans le raid sur Innsmouth, parce que c'est l'une des entrées par lesquelles passe la force de frappe qui vient mettre à mal la ville. Mais là évidemment vous n'êtes pas dans la même situation, donc c'est extrêmement dangereux, il y a plein de saloperies. Notamment il y a une sorte de sorcier, le Dark Wanderer, donc le vagabond sombre, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais il chope les gens, il peut vous désintégrer, enfin il peut faire très très mal. Le rocher en forme de poisson, et le fameux Devil's Reef, donc le rocher du diable, sous lequel se planque la colonie des profonds, avec une très très belle carte encore une fois. Non, c'est vraiment à tomber. Et la colonie de Xanthan-Nantel, donc la grande colonie sous-marine des profonds. Il n'y a quasiment aucune chance que vous y alliez en tant qu'humain, d'ailleurs c'est supposé ici, mais on vous le donne quand même par acquis de conscience, parce que c'était présent dans l'original, mais il y a un boulot qui est absolument génial, encore une fois, et vous avez un profil de colonie profonde. Tiens, et on a une aurore polype. Alors à la base, c'était un polype volant, si je me rappelle, parce que dans le jeu vidéo, il faut les affronter, et je peux vous dire que c'est un cauchemar. Alors, heureusement, vous avez un fusil électrique, des choses très anciennes, mais c'est absolument atroce. La chose gardienne, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, il garde pas mal d'ambiguïté sur leur origine, mais en tout cas, si vous avez envie de visiter une colonie profonde, allez-y, tout est là. Il y a 10 pages pour vous amuser là-dessus. Et enfin, les appendices. Alors, c'est peut-être la pire, enfin, je ne vais pas dire, non, je suis méchant, c'est pas la pire, mais c'est la plus cartoonesque illustration du livre, avec le Shogot qui décide de sortir de sa maison parce qu'il s'ennuie. Des petites pistes qui étaient présentes aussi dans le vieux supplément sur la confiture verte, retrouver quelqu'un qui a disparu, un scientifique fou, des rêves absolument monstrueux de profondeur, des aides de jeu sur créer des noms, créer le climat, donc un peu comme ce que je subis là en ce moment, si vous voulez une tempête, et des profils encore à travers. On remet les distances de voyage qui étaient présentes dans quelques pages avant, les différentes créatures, les bénis de Cthulhu et les profils de PNJ sympas, avec quelques sortes supplémentaires, notamment faire vomir de l'eau à quelqu'un, obscurcir la mémoire, j'en passe des meilleurs, il y a de quoi faire. Et on finit par des artefacts. Très très belles illustrations encore une fois. Et on a fait le tour avec les biographies, les appendices que vous pouvez trouver. Et on a quand même bien géré. Et on finit par l'ordre de mission, si je dis pas de bêtises, pour lancer le raid. Non, je dis peut-être des bêtises. Si, approuvé par J. Edgar Hoover. Et voilà, voilà ce qu'on trouve un petit peu. Dans ce supplément, alors évidemment, l'heure est venue, ça fait quand même quasiment près d'une heure que je suis dessus. J'ai lu très succinctement l'original. Donc, pour moi, ce livre est très important. Enfin, c'est vraiment super. C'est un livre qui est absolument... C'est une source d'inspiration, c'est essentiellement un guide de la ville.
Donc il n'y a pas vraiment de scénario, hein. C'est encore une fois, je pense que ça fait partie de ces livres qui sont importants pour les férus d'histoire Lovecraftienne, et c'est pas pour rien que ça a été fait par des gens qui sont des historiens, enfin des spécialistes de la société historique de Lovecraft. C'est une vraie mine d'or pour déceler et comprendre Innsmouth. Si vous avez déjà les originaux, notamment la version sans détour et celle de Descartes, je ne sais pas si je peux vous le conseiller. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me semblent peu ou prou reformulées, certes, de l'original. Et je pense que c'est l'appel de la collectionnite qui vous fera acheter ce livre. Toutefois, je dois dire que le travail graphique, de mise en page, de restauration, de pensée qui est derrière, est quand même incroyable. Et c'est, je pense, pour Chaosium, en tout cas de ce que j'ai lu récemment, et j'ai pas lu Arkham, hein, c'est probablement le plus beau bouquin de l'appel de Cthulhu que j'ai vu jusqu'ici. Et c'est vraiment à tomber par terre. Et en plus, je l'ai pas en physique, donc je peux même pas. Je suis sûr que c'est encore mieux quand vous l'avez dans les mains, mais j'ai pas fait partie des heureux élus qui ont reçu le livre. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du neuf avec de l'ancien. Il y a évidemment une surcouche qui est faite pour adapter Lovecraft en 2026, avec des profonds qui peuvent être moins méchants. Les sacrifices humains, on vous dit que c'est les humains qui l'ont fait, donc il y a un côté aussi où c'est les humains qui, par leur propre folie, ont créé une religion parfaitement cynique qui leur a échappé. C'est eux qui ont déclamé qu'il y avait besoin de faire des sacrifices humains, alors que dans l'original, c'était les profonds qui les demandaient. Donc il y a pas mal de choses comme ça aussi qu'on peut détester. On peut dire, bah ouais, c'est pas mon Lovecraft, c'est pas mon appel de Cthulhu, ils font chier, blablabla. Mais d'un autre côté, c'est juste des options, vous en faites ce que vous voulez, et le gros du bouquin, bah, il est inchangé. Donc vous avez toujours votre Shoggoth qui se balade, vous avez toujours les marches, avec leur raffinerie et leur manoir. Toutes les intrigues qui étaient présentes, y sont encore. C'est un bouquin qui est absolument magnifique, c'est un bouquin, si vous l'avez jamais eu, si vous l'avez jamais lu, vraiment ça vaut le coup. Alors, attention, il n'y a pas de scénario, hein. Et ça c'est très important de le dire, il n'y a pas de scénario. Donc ce qui veut dire que si vous, ce que vous cherchez, c'est des scénars. Ce que vous cherchez, allez sur tentacule.net. Chopez plutôt des suppléments et des recueils avec des scénars, parce que c'est pas ça, hein. Là, c'est vraiment, c'est un guide de ville. J'ai quasiment envie de dire, c'est pas un livre. Enfin, je vais être méchant, mais c'est pas un livre de jeu de rôle. C'est plus un livre qui est exploitable pour n'importe quel fan. Vous pouvez offrir ça à n'importe quel fan de l'Appel de Cthulhu ou de Lovecraft en général. Alors certes, c'est mieux si vous jouez à l'Appel de Cthulhu, mais c'est clairement, c'est un très très beau livre, quoi. C'est vraiment un livre magnifique. Qui est une mise à jour, je pense, bienvenue. Je pense que ce ne sera pas le dernier. Genre, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse Kingsport, qu'il fasse Dunwich ensuite. Et c'est pas bête finalement de. Alors je sais qu'avec nous, on a eu Sans détour entre temps. Donc Sans détour, ils vous ont offert quand même au début des années 2010 ces bouquins-là. Donc beaucoup de gens disent ouais, mais machin, Sans détour, ils ont fait ça il y a 10 ans. D'accord, mais n'oubliez pas un truc, Chaosium, ils sont aux États-Unis. Les Américains, ils n'ont pas eu ça. Les Américains, ils n'ont pas eu une maison d'édition qui a sorti du chapeau entre-temps, qui leur a refait les bouquins. Tout ce qu'ils ont eu, c'est des PDF pas ouf pendant beaucoup d'années, et il ne faut jamais oublier Chaosium, pendant quasiment, depuis, entre l'échec de Mythos, le jeu de cartes, donc début des années 2000, et la reprise en main par les vieux de la vieille comme Stafford au début, et la nouvelle génération, notamment Mike Mason, au début des années 2010, c'est la traversée du désert. Il y avait un type qui gérait tout le store, hein. Donc, et les bouquins, ils étaient pas ouf, hein. C'était vraiment pas ouf. Donc je pense que c'est une mise à jour bienvenue. Si vous l'avez déjà, est-ce que vous voulez l'acheter? Ça, je peux pas le dire pour vous. Ça reste très propre. Jetez un œil aux illustrations, si ça vous botte, achetez-le, hein. Pour ceux qui l'ont jamais lu, qui l'ont jamais eu, achetez-le, c'est très très bien, quoi. C'est quand même, c'est un morceau de la gamme historique qui est vraiment très très bien. Et c'est pas comme, et disons qu'au moins si vous l'achetez, vous aurez un immense plaisir à le lire, alors que par exemple, acheter une campagne comme les Maziatotep, si vous n'avez pas la capacité de le jouer, vous serez super frustré, quoi. Alors que là, il n'y a aucune frustration, parce que c'est un plaisir à lire. Donc voilà, un très beau livre de supplément, un très beau supplément. C'est un supplément, c'est pas une campagne, il n'y a pas de scénario, mais moi j'ai dévoré ça, je trouvais ça absolument incroyable. Je l'avais vite exploré. J'aimerais bien qu'il ressorte en PDF, ce serait rigolo quand même, ou en version pulp, parce que c'est du pulp, le double scénario de l'évasion et du raid. Mais je sais pas. Je pense qu'ils ont eu un. Je sais pas. Je sais pas s'ils veulent ressortir en pulp, ou je sais pas si c'est juste qu'ils n'avaient pas la place, simplement qu'ils se sont dit c'est impossible, le bouquin il va faire 400 pages. Mais ce serait cool qu'ils le ressortent. Et quand on voit des trucs comme Dust and Blood, qui sont pas géniaux, quand même un bouquin, deux scénarios pour Gaslight,
qui vendent 40 balles, alors que bon, c'est pas génial. Là, clairement, il y aurait une sensation de faire au moins un bouquin à 30 dollars, très propre, s'ils transformaient ça en mini-campagne. Enfin, ce n'est que mon avis. Il n'engage que moi. Donc, en tout cas, ce livre devrait sortir la semaine prochaine. Je n'ai pas vu de NDA, donc cette vidéo sort assez tôt. Peut-être que je vais me faire hurler dessus par Chaosium, je ne pense pas. Donc, ça devrait sortir la semaine prochaine en anglais, en français, je sais pas. Euh, mais voilà, ce que je pouvais vous dire sur, en tout cas, la nouvelle version du supplément sur Inksmouse, au milieu de la tempête qui agit Rennes en ce moment, c'est assez ouf. Et puis, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois un très beau mois de juillet, très bientôt. Allez, salut!